J'ai demandé à l'un des meilleurs journalistes que je connaisse de poser cette vaste question aujourd'hui. Que peut la littérature face au dérèglement du monde ? J'ai la conviction qu'elle peut beaucoup de choses, la littérature, en cette période à la fois frénétique, incertaine et morose. Éric Fotorino nous fait l'amitié de sa présence une nouvelle fois. Journaliste, romancier, grand lecteur, il saisit comme personne l'air du temps, se réinventant, n'ayant de cesse de questionner notre époque avec des revues pertinentes qu'il crée et développe. Je pense à Le 1 Hebdo, Légende notamment. Est-ce qu'écrire permet de mieux saisir ce qui se joue dans ce monde ? Est-ce que lire permet de mieux le déchiffrer, de s'en saisir, de s'en abstraire, de s'en émanciper ? Je suis certaine que Yann Manouk aura beaucoup à partager avec nous. Tout comme Sacha Bertrand, auteur d'un magnifique premier roman, et Renaud de Chaumaré, dont le deuxième livre vous hantera longtemps après sa lecture. Ce que peut la littérature, c'est avant tout, sans doute, créer du lien. Je vous souhaite donc un bon moment de partage et d'échange. Alors, si le son pouvait passer d'un micro à l'autre. Alors, oui, merci beaucoup. Le petit bouton vert. Merci Christelle pour cette présentation. Merci et bravo pour ce choix d'auteur aussi. Ce matin, c'était déjà passionnant avec nos amis philosophes animés comme un grand chef d'orchestre par Alexandre Lacroix. Et moi, j'ai la chance non pas de répondre à cette question parce que je ne sais pas. D'ailleurs, est-ce que c'est la littérature qui peut quelque chose pour la nature ? Moi, j'ai eu le sentiment en lisant Nos amis, c'est que la nature pouvait quelque chose pour la littérature. Et dans la mesure où on va rentrer bien sûr dans la singularité de vos trois romans, mais d'abord d'une manière plus générale. Moi, je serais tenté de vous demander, aussi bien à toi, Yann, que je connais depuis longtemps, et à Sacha et à Renaud, que j'ai découvert à travers leurs écrits, comment vous êtes arrivés à convoquer d'une certaine manière la nature dans votre œuvre, dans votre travail. Est-ce que il y avait eu une intention, et je me suis demandé quel lien chacun d'entre vous entretenait avec elle. Alors, répondez dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas. Sacha, j'ai croisé votre regard, donc voilà, si le micro marche, il a l'air de bien marcher. Allez-y. Comment la nature, d'une certaine manière, qui dans votre roman, on en parlera tout à l'heure, est très, non seulement omniprésente, mais elle est vraiment comme un acteur de l'histoire. Est-ce que vous êtes immergé comme ça dans l'idée de la nature, ou dans la nature pour de bon ? Oui, plutôt. Effectivement, moi j'ai grandi dans une vallée des Hautes-Alpes où mes parents m'ont beaucoup emmené me balader, randonner. Enfin, j'ai vraiment été en contact avec les montagnes qui m'entourent depuis mon enfance. J'ai eu une petite période de rejet de ça à l'adolescence, évidemment, parce qu'il faut bien un petit peu le rejeter à un moment. Puis j'y suis quand même vachement assez vite revenu, notamment quand j'ai fait des études aux Beaux-Arts en fait à Grenoble, et où j'ai amené ma pratique assez vite vers le rapport au paysage et au massif qui entoure la ville de Grenoble, avec beaucoup de randonnées et du coup de création artistique qui était liée à ça. Je pense que mon regard est d'abord passé par la photographie. Moi, j'ai fait pas mal de photos argentiques justement quand j'étais à l'école, et où j'ai un petit peu aiguisé mon attention et mon regard à la nature et au monde qui nous entoure à travers la photographie. Qui était en fait finalement juste une excuse pour pouvoir randonner en prenant un peu plus le temps de regarder, de prendre attention aux lumières, aux changements de lumière, à l'évolution et tout ça. Et donc du coup j'ai pas mal baigné dedans. Après moi je pense que par rapport à beaucoup d'autres auteurs publiés chez Paulsen, je suis vraiment un contemplatif de la nature et pas un performant de la nature. Je fais pas de grands sommets, je fais pas d'alpinisme, je randonne, et j'aime autant être en fond de vallée, parce qu'au moins justement on voit les sommets, alors que quand on est dessus, on les voit plus, c'est un peu dommage. Et donc je pense que j'ai ce rapport assez contemplatif qui m'a beaucoup, qui m'a imbibé et qui a imbibé mon écriture aussi, évidemment. Bon, c'est intéressant votre réponse à plusieurs points de vue, mais ce matin il était question de la contemplation par rapport à l'admiration. On disait que la contemplation était passive et que l'admiration était active, mais j'ai l'impression que par ce que vous écrivez, vous êtes un contemplatif
Actif, c'est une catégorie qu'on n'avait pas identifiée ce matin. Renaud Tchomaré, vous êtes voisin, vous êtes venu en voisin donc d'Asparin. On en parlera là aussi tout à l'heure. La nature est très présente, notamment comme refuge à un moment donné, pour en tout cas certains de vos personnages, comme lieu de découverte, de grotte ornée. Quel est votre lien, vous, personnellement, avec cet univers naturel autour de nous ? Alors, j'ai pas une expérience de la nature physique dans ma vie réelle qui est très 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 intense. Je suis plutôt la nature, je l'expérimente surtout, j'ai l'impression, dans mes écrits, plus encore que dans ma vie de tous les jours. Donc, Sacha dit qu'il est un peu un contemplatif. Je crois que moi, je serais incapable d'aller camper, de faire des grandes randonnées comme ça sur plusieurs jours, même si je trouve ces histoires qui racontent ça très excitantes et j'aime beaucoup. Mais mon rapport à la nature, du coup, j'ai l'impression qu'il s'est surtout dessiné dans ma fiction, parce que je serais incapable de faire évoluer mes personnages dans un environnement urbain. Donc j'ai besoin de répondants quand j'écris le parcours d'un personnage. J'ai besoin qu'autour de lui ce soit mouvant, que ça vive et qu'il y ait quelque chose d'un peu sensoriel, voilà, qui est le personnage qui vive, qui soit là, mais qui est du répondant en face, quelque chose qui, pas forcément pour que ce soit un miroir de ses émotions, que ça traduise quelque chose de forcément théorisé ou intellectualisé, mais j'ai besoin que ça bruisse, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Yann Manouk, tellement de voyages, j'aimerais bien être dans tes yeux pour voir tout ce que tu as vu, parce que beaucoup de choses dans des lointains, que ce soit le continent américain, que ce soit dans ce dernier roman, Débâcle, la Sibérie, la taïga. Est-ce que pour toi c'était une évidence que le jour où tu écrirais, ce serait forcément dans ces univers qui nous dépassent et qui peuvent nous hanter et en même temps qui nous absorbent et qui nous attirent? Alors, c'était pas une évidence au départ, parce que au départ, je voulais écrire pour être le roi de la littérature, avoir le prix Nobel, Goncourt, enfin tout ce qu'il fallait. C'est devenu une évidence parce que, contrairement à la façon dont on me présente souvent, je ne suis pas un écrivain voyageur. Je suis un voyageur écrivain. C'est-à-dire que j'ai d'abord voyagé, beaucoup. Très jeune. Longtemps, très jeune. Et j'ai écrit beaucoup, beaucoup plus tard. Mais le fait de choisir d'écrire tard te donne des prérogatives. C'est-à-dire que tu as un peu plus de choix que de commencer très jeune à faire un premier roman. Et entre autres prérogatives, ça te donne le choix de prendre des options. Et il était très clair, dès que j'ai commencé à écrire, que l'option essentielle, c'était d'écrire sur des voyages, enfin sur des pays où j'ai aimé voyager. Donc je n'écris que là-dessus, que sur des pays où j'ai aimé voyager. Il y a des pays où j'ai voyagé, où j'ai moins aimé, et sur lesquels je n'écrirai pas. Et la deuxième raison, c'est que les voyages m'ont convaincu d'une chose, c'est que la nature détermine le comportement des hommes. J'ai écrit une trilogie sous un autre pseudo, une trilogie américaine, où on a 3 personnages qui se retrouvent dans les Appalaches. Et les Appalaches, c'est probablement l'endroit le plus, pas violent, mais le plus brutal des États-Unis. Hein. Des combes, des vallées resserrées, enfermées, des familles presque consanguines, vraiment une brutalité extrême. Et 2 de ces personnages réussissent à s'échapper et ils vont le plus loin possible des Appalaches, donc ils vont en Alaska. Et là, ça commence à devenir intéressant parce que ces types qui sont des brutes vont se trouver dans un paysage qui est 100 fois plus brutal qu'eux. C'est-à-dire que la force de l'Alaska, la force des montagnes, la force des étendues, la force de la faune. Et donc, quand l'environnement devient plus brutal que ton personnage, il est obligé d'évoluer. Et donc ça devient intéressant dans le moment d'écriture. Parce que ça te force à aller chercher dans ton personnage d'autres choses que tu y avais mis dans le premier. Et quand de ces 2 personnages-là, le tout dernier va se réfugier en Louisiane, on est dans un univers complètement différent. Et là, tu peux encore aller au bout de quelque chose. C'est-à-dire que la Louisiane te permet de faire un bouquin qui ne se termine pas. Parce qu'en Louisiane, rien ne se termine. Ça pourrit, ça se décrépit, ça se délite. Et donc tu peux te permettre d'écrire une histoire dans laquelle il n'y a pas de vraie fin. Et ton personnage, on ne sait pas trop ce qu'il devient. Et ça n'est possible que si tu le situes dans des pays qui te permettent ça.
Donc je suis... Et en plus, il fallait... Ça peut pas être en Allemagne ou en France. Ça peut être partout. Si, ça peut être partout. Ça peut être partout. C'est simplement de trouver le rapport de la façon dont les... On a vu hier un très beau film sur les Vosges. Je suis sûr que ce qu'on a vu des Vosges, et je ne sais pas si tu avais croisé cet auteur magnifique, c'est Jean-Paul Didier-Laurent, qui était des Vosges. Je suis persuadé que lui, il était marqué par son pays. Et je suis persuadé que, marqué comme il était par les Vosges, s'il allait ne serait-ce qu'ici au Pays Basque, il changerait déjà un peu lui-même. Et juste pour conclure, la nature change le statut des hommes, et je le dis parce que le voyage m'a changé. Le jeune homme ambitieux et prétentieux et tout ce que tu veux d'avant le voyage n'est pas du tout le même que entre guillemets, l'homme qui est revenu, quoi. Oui. Alors, je me tourne vers Renaud parce que vous faites réagir à ce que disait Yann sur le fait que des lieux, des paysages peuvent nous changer. On a le sentiment dans votre roman, Quitter la vallée, que, alors c'est très bien construit parce qu'il y a 3 histoires qui s'enchassent et c'est découpé de telle manière qu'il y a une sorte de suspense à chaque fois. On se demande ce que les protagonistes vont devenir. Mais si on prend la première histoire dans l'histoire de cette jeune femme avec son enfant, Tom, qui fuit un homme manifestement violent, c'est comme ça qu'on le perçoit au départ, ils vont chercher un refuge dans cette nature. Et est-ce que ce lieu qu'elle va choisir pour eux, et vous insistez d'ailleurs, vous dites c'est une zone blanche, donc une zone où on peut pas se connecter, on peut pas être joint. C'est pas la même zone blanche que la Sibérie dont on parlera tout à l'heure. Est-ce que ce lieu va les changer d'une certaine manière? En tout cas, il va lui permettre de se faufiler dans une sorte de cocon végétal et de se mettre bien quelque part. C'est une combe, c'est une enclave végétale, minérale. Elle sait qu'elle ne peut pas être rejointe par cet homme toxique, mais en fait, ça agit dans les deux sens, parce que le fait que ce soit une zone blanche, ça lui évite aussi, à elle, la tentation du retour. Elle a un rapport très compliqué avec cet homme qui à la fois peut être réconfortant, protecteur, et en même temps très dangereux. Donc cette combe au fond des forêts périgourdines a ce double rapport de pouvoir lui permettre la protection et de l'empêcher quelque part de s'en aller. Après, ce que ça va changer chez elle, ça ramène en tout cas une partie d'elle qu'elle avait omise, qui était son enfance. Elle a grandi dans les Landes. Son rapport tout simple à la faune et à la flore, à reconnaître un chant d'oiseaux, à reconnaître le chant du chardonneret par exemple. Donc oui, il y a une forme de retour aux sources qui se fait quand elle se rapproche de ces arbres. Après des années de vie citadine, il y a une forme de retour à l'enfance qui se fait par le biais de la nature, quoi. Alors, c'est vrai, quand on vous lit, il y a une maîtrise d'images de la nature, de sons de la nature. On a l'impression que c'est presque une extension du film d'hier soir, parce qu'en effet, on entend des chants d'oiseaux, et on la sent, elle, vous dites même, c'est presque physique, c'est quelque chose qui se dénoue dans son ventre, quand elle se retrouve dans cette mère nature, quelque chose qui finalement, avec lequel elle avait peut-être rompu, mais qui revient tout d'un coup. C'est presque un peu comme une mue, une sorte de peau un peu insensible qu'elle s'était faite au fil des années à vivre sur Bordeaux dans cet environnement très clos avec cet homme, voilà, enfin, qui était. Et là, il y a un moment où elle s'allonge dans le ruisseau et elle espère, enfin, elle fait le vœu que l'eau lui purge son derme de toutes ces années passées un petit peu enfermée et mette à nu un petit peu celle qu'elle était. Plus jeune. C'est ça. Et son fils, à un moment donné, croit apercevoir des libellules, et elle le corrige, il dit non, des demoiselles. Oui. Donc pour ça, il faut savoir. Hein. Moi, elle est une demoiselle, alors, par rapport à une libellule. Et la libellule, quand elle se pose, elle a ses ailes qui sont comme ça, quoi, en fait, comme un hélicoptère à l'arrêt, que la libellule, elle les met toutes derrière elle. Voilà, c'est la petite nuance. La demoiselle est aussi un peu plus petite que la libellule. Mais j'aime bien apporter dans le livre aussi, on parle
du lézard vert, du fameux lézard vert à gorge bleue qu'on trouve des fois dans nos campagnes. J'aime bien amener des petites données un peu scientifiques que j'ai, moi, pas forcément sur le moment de l'écriture, mais que je vais chercher pour... c'est pas une volonté de pédagogie, mais j'aime bien amener des éléments précis sur la nature, c'est toujours intéressant. Oui, et puis les lézards verts, pour ceux qui en ont déjà vu, c'est quand même assez impressionnant. C'est pas comme le petit lézard qu'on voit entre les pierres, c'est vraiment un gros lézard vert. Et moi, j'en ai vu dans la Creuse il y a très longtemps. Ça m'avait quand même beaucoup impressionné. On continue avec vous, Sacha Bertrand, 11h02, Le vent se lève. C'est un très beau roman qui a obtenu un très beau prix chez nos amis du Festival international de géographie à Saint-Dié, le prix Amerigo Vespucci. Alors, quand je vous ai lu, j'ai un peu pensé à Robert Merle, au Robert Merle de Malville, vous savez, quand il y a une étincelle probablement apocalyptique nucléaire, et puis ils sont quelques-uns à se retrouver dans les combles d'un château, et puis on ne sait pas comment, mais la vie va pouvoir renaître. Qu'est-ce qu'il y avait comme... Je me suis dit, est-ce qu'il y a une crainte chez vous, quelque chose un peu obsessionnel, de se dire, il y a une menace qui est là et il faut, à un moment donné, il y a une pendule qui se bloque, elle est à 11h02, on verra qu'à un moment donné, le temps repartira. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit pour déclencher cette écriture-là ? J'y ai pas tant, je l'ai pas conscientisé au moment de l'écriture. En tout cas, je me suis vraiment mis à écrire et j'ai presque été surpris moi-même par l'histoire qui se déroulait sous mes doigts au fur et à mesure de l'écriture. Moi, j'ai un peu tendance à toujours faire ça quand j'écris. J'ai remarqué, j'écris et puis un an après, je me dis mais c'est ça que j'ai essayé de régler en fait avec moi-même quand j'ai écrit ça. Donc je pense effectivement il y a eu une certaine éco-anxiété que j'ai essayé d'évacuer à travers ce livre. Et sans doute, oui, des sentiments un peu catastrophiques qui ont pu m'habiter, un mot catastrophiste, qui ont pu m'habiter à un moment et que j'ai voulu évacuer à travers l'écriture. Et puis après, dans les envies un peu plus conscientes, il y avait aussi cette idée de fin du monde était pour moi pas forcément primordial. L'important pour moi dans ce roman, c'est aussi de raconter la vie après la fin du monde, justement. Et la possibilité d'imaginer d'autres façons de vivre et d'autres rapports au monde naturel qui pourraient justement peut-être dans le présent nous éviter d'arriver à cette catastrophe que je ne décris pas d'ailleurs particulièrement. Non, c'est très fort dans le texte, c'est implicite, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Votre héroïne Myriam, ça fait 7 ans qu'elle est dans l'après. Il y a un petit côté aussi McCarthy sur la route. Enfin, il y a quelque chose qui est là. Je ne sais pas si c'est des références qui ont été les vôtres ou que vous avez pu avoir. Mais et puis, au bout de 7 ans, elle va trouver un enfant. L'enfant sauvage. Alors c'est marrant parce qu'il y a plein de références implicites quand on a lu des livres ou vu des films. On pense à l'enfant sauvage de Truffaut, tout d'un coup, cet enfant qui est là. Et elle va en faire d'une certaine manière sa chose. Donc il y a une autre histoire dans l'histoire. C'est à la fois qu'est-ce que le monde est devenu, mais aussi cette relation qui s'établit entre cette femme et cet enfant. Et pour moi, justement, Myriam vient un peu porter tout le poids de l'humanité sur ses épaules. Elle en est la dernière représentante, en tout cas, c'est ce qu'elle pense. Et justement, j'avais envie de montrer que dans cette fin du monde où finalement toutes les cartes sont rebattues, où la nature devient beaucoup plus présente, les forces du monde sauvage sont assez primordiales dans son quotidien, elle continue finalement à vivre en essayant de contrôler, dominer, coloniser le monde qui l'entoure et finalement reproduire des schémas de domination très, très humains et très actuels qui sont dans les défauts de nos sociétés contemporaines. Et on a justement ce décalage où Myriam reste un personnage finalement assez fixe qui apprend très peu de son environnement. Alors que l'enfant sauvage qu'elle va trouver, lui, nous propose un rapport complètement différent au monde, qui est beaucoup plus sensible, beaucoup plus en lien avec le sauvage et beaucoup plus curieux. Oui, c'est ça, Jonas, et vous l'appelez dans votre roman, elle, la grande prédatrice. Donc on voit bien que s'instaure entre eux quelque chose. On aurait pu imaginer qu'il y avait une sorte de vendredisme, ou de retour à la nature, où il y a une sorte de liberté, mais lui, il n'est pas vraiment libre face à elle.
Non, effectivement, on est dans une histoire d'emprise qui me permet aussi en fait, de faire des parallèles entre ces relations toxiques qui peuvent être finalement intrafamiliales, mais qui peuvent aussi s'appliquer au monde naturel et à notre rapport au monde naturel finalement, et où en fait les mouvements qui les définissent finalement utilisent un petit peu prennent les mêmes chemins, et pour ça moi j'ai trouvé qu'il y avait un film très intéressant qui est sorti il y a quelques années là, qui était Le règne animal, qui arrive à parler de questions de société en même temps que c'est seulement une histoire aussi de relations père-fils, et justement d'arriver à mettre un peu sur ce même plan des rapports problématiques au monde, que ce soit entre les humains ou entre les humains et les animaux, entre les humains et le sauvage. Ça permet aussi d'avoir une vision plus globale et d'avoir peut-être une prise plus ferme sur tout ça. Alors, Yann, avec la débâcle, on part loin. On n'est plus dans les montagnes près de Grenoble ou au fond du Périgord, mais on est dans un thriller, comme tu nous as déjà habitués à nous les présenter, nous les offrir. Un personnage qui est pas très loin de Vladimir Poutine à un moment donné, qui est une sorte de commanditaire, et il y a une chasse à l'homme, quoi, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as planté là, et qu'est-ce que tu avais envie de nous dire avec cette débâcle? Est-ce que c'est la débâcle des hommes? Est-ce que c'est la débâcle de la nature? Alors, d'abord, je voudrais dire entre parenthèses que je suis content de participer à cette conférence, parce que les deux bouquins sont excellents, mais surtout parce que je viens d'apprendre un nouveau mot. Donc il y a une notion de vendredisme. Oh, mais ça, c'est parce que je suis ici. Je vais repartir plus riche. C'est parce que je suis à Cibourg. J'invente des mots quand je suis loin du périphérique. Donc après, pour répondre à la question, c'est d'abord, il y a la rencontre avec un éditeur. Il y a la rencontre avec Paulsen. Et il y a la rencontre avec Paulsen, et il y a la rencontre avec cette première collection de fiction chez Paulsen, La Grande Ourse, qui a une définition, enfin une ligne directrice qui est absolument ce que j'aime faire, c'est-à-dire des aventures humaines dans un monde sauvage. Ça me convient parfaitement. Donc il y a le fait d'être à l'aise dans une maison d'édition avec les auteurs autour, les éditeurs, les éditrices. Ensuite, ça part juste d'un constat, c'est-à-dire que j'ai vu passer dans un documentaire quelque chose sur une période très courte en URSS, à laquelle, en Occident, on n'a pas fait attention du tout. C'est-à-dire qu'en 1991, Yeltsin signe 2 décrets. Le premier décret dissout l'Union soviétique, le deuxième dissout le Parti communiste. Dans un pays où tout, sans exception, dépend soit du parti, soit de l'État. C'est-à-dire que l'URSS s'est trouvée d'un seul coup à ne plus être l'URSS, et à ne plus avoir aucune structure étatique, ni économique, ni sociale, ni financière, rien. C'est-à-dire que les salaires ne sont pas payés, les retraites ne sont pas versées, la distribution n'est plus assurée, les carburants ne sont plus assurés, la police n'est plus payée, donc elle ne fait plus la police. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on a pu passer à côté de ça? Peut-être qu'aujourd'hui, une certaine rancœur de la population russe à notre égard vient peut-être du fait qu'ils nous ont regardés pendant plusieurs années festoyer la chute du mur sans voir ce qui leur arrivait à eux. Qu'est-ce que ça a donné? Dans les grandes villes, ça a contribué à définitivement asseoir la mainmise d'une oligarchie. Mais il y avait encore des réserves dans les grandes villes. Ils ont pu tenir, ça a duré 2 ans, 2 ans et demi. Dans les petites villes, c'était terrible. Dans les petites villes, c'était la mainmise des pègres, la plus violente. Les mieux armés, les plus violents mangeaient. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans un coin reculé de Taïga, dans un petit village de 50 âmes, même pas un village, un poste, qui reçoit 1 fois par an par hélico tout, les allumettes, les couches bébés, les médicaments, la paye, les salaires, l'essence, tout. Et l'hélico arrive et il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce que nous on ferait si demain l'État, la structure économique de l'État français, la structure politique n'existe plus, il n'y a plus de banque, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien? Comment on fait? Et comment on fait quand on n'a pas de notion que ça va durer que 2 ans? Comment on se dit que c'est... Et sur cette base-là, pour revenir à la débâcle, je mets en fait dans l'hélico, la seule chose que transporte l'hélico, c'est
un personnage qui est un ex-KGB qui descend de l'hélico. Et apparemment, très vite, on comprend qu'il veut aller à la rencontre ou à la recherche, on ne sait pas très bien quoi dire, d'un ex-prisonnier du Goulag. Et la deuxième question que je me pose et dont je parle dans ce bouquin, c'est dans une débâcle absolue, dans une débâcle où il n'y a plus d'État, il n'y a plus de structure, il n'y a plus rien, comment est-ce qu'un ex-KGB, qui n'est même plus KGB, peut encore se donner comme mission d'aller chercher quelqu'un, au bout de 10 jours de marche dans la Taïga, qui est un ex-Goulag, donc qui n'est même plus prisonnier du Goulag. Qu'est-ce qui va pousser, dans certaines conditions, les hommes à cette absurdité de s'accrocher à un règlement, à une fonction, histoire de ne pas avouer qu'on est complètement dépassé par la débâcle. Voilà les 2 ou 3 axes. Alors, ce qui est très intéressant, en effet, tu fais bien de rappeler 1991, la fin de l'Union soviétique. C'est probablement passé un peu inaperçu, comme tu dis, mais aujourd'hui, enfin, ça fait déjà des années que Poutine nous dit que le drame le plus important du XXe siècle, c'est la fin de l'Union soviétique. Et c'est probablement, ce qui est intéressant, c'est de lire ton livre à l'aune de, non pas qu'il ait été écrit pour ça, mais à l'aune de ce qui se passe, c'est-à-dire de quelqu'un qui revendique la renaissance d'un empire, la reconstitution d'un empire, etc. Parce que précisément en 91, une décision qui n'a pas été prise par lui a eu ses effets. Alors, quand on te suit, on suit tes personnages, on tombe sur une jeune Liuba de 15 ans plus 3 ours. Peut-être tu vas nous dire en quoi on calcule l'âge en ours. C'est assez fantastique parce que c'est une jeune fille, pas une petite fille, mais une jeune fille. On a l'impression qu'elle a une vieille âme, qu'elle sait tellement de choses, et en particulier comment survivre dans ce milieu qui peut être hostile que la taïga. Est-ce que dans ce livre, pour toi, il y a l'idée, avec ces personnages, avec ce qui leur arrive, que la nature, on le sait quelquefois quand on est en mer, quand on est sur les montagnes, peut de nous dominer, qu'on ne sera jamais plus fort que la nature. Il y avait des philosophes qui nous disaient de nous rendre maîtres de la nature. C'est pas qu'elle peut nous dominer, elle nous domine quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. On peut s'en sortir, on peut maîtriser notre destin quelque temps, mais on parlait ce matin des incendies, des grands incendies. La forêt repoussera. Grâce à ton coléoptère, oui, tu nous as parlé ce matin. Tu as un peu spoilé ton livre, mais bon, c'était un petit peu. Mais au moment même de l'incendie, la nature met les choses en marche. C'est-à-dire que quand tous les animaux, tous les insectes, tous les oiseaux fuient l'incendie, ce coléoptère va dans l'autre sens, vers l'incendie. Il est capable de le surmonter parce qu'il vole très haut, et il va mettre ses larves dans le bois qui vient de brûler. Et c'est le point de départ de ce qui donne 50 ans après, redonnera une forêt. Mais moi, je crois foncièrement que la nature nous sera toujours supérieure. Et d'ailleurs, il y a une théorie assez curieuse sur laquelle je n'ai pas vraiment réfléchi, mais dont j'ai lu quelques explications. Dans cette crainte de la surpopulation mondiale, quelques scientifiques ont émis l'hypothèse que la Terre s'autorégulera elle-même, enfin autorégulera la population mondiale, et que jamais la population mondiale ne dépassera 10 milliards. Et cette notion, elle est intéressante, parce que d'abord, c'est une autre ouverture sur l'avenir, mais elle nous permet aussi de lire le présent. Est-ce que le changement climatique d'aujourd'hui n'est pas la préparation de la réponse à la nature pour limiter la population mondiale? Je ne dis pas que c'est une certitude, en tout cas c'est une hypothèse envisageable. Et oui, en fait, le complexe qu'on a, surtout en Occident, c'est justement ça, c'est de croire qu'on a dominé la nature. On ne l'a pas dominée, on l'a par quelques exploits techniques qui sont quelquefois fantastiques, on la gère. Mais celle qui a le dernier mot, c'est elle. On le voit, il suffit 3 inondations et ça rase à la moitié d'un pays. Il suffit des méga-feux et ça met à genoux l'économie. S'il y avait eu 2 autres méga-feux supplémentaires à ceux qui ont eu en Californie, l'économie de la Californie s'effondrait. Donc elle aura toujours le dernier mot. Et ce que le livre peut essayer d'avancer comme théorie, c'est que ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont accepté ça et qui ont accepté de vivre avec la nature en respectant les limites de chacun.
C'est ça. Et globalement, c'est ce que moi j'appelle l'esprit nomade. L'esprit nomade, le nomade est obligé de vivre en harmonie avec la nature. Obligé. Le sédentaire, lui, croit qu'il a construit un sanctuaire. Et l'esprit nomade fait effectivement qu'une gamine de 15 ans, qui a déjà tué 3 ours, donc elle a tué son premier ours à 12 ans, elle sait ce que c'est qu'un ours, elle sait ce que c'est que la chasse. Elle ne va pas à la chasse par plaisir, elle va à la chasse parce que ça fait un an de nourriture. Et elle s'est trimballée assez souvent dans la taïga pour avoir appris peu à peu chaque danger et avoir géré chaque danger. Et savoir là où elle peut aller trop loin et là où elle ne peut pas. On y reviendra sur cette Liuba qui dit beaucoup de choses pour la survie du visiteur venu à la poursuite de cet ancien zec, comme tu dis, les anciens du goulag. Alors, je voudrais revenir, Renaud, à votre quitter la vallée. Je disais tout à l'heure, ces 3 histoires qui s'enchassent. Il y a donc ce couple entre cette mère et cet enfant. Et puis, il y a encore, cette fois, un père et sa fille à la recherche d'un lieu qui peut être un peu mythique ou mythologique, qui est une grotte, et pas n'importe quelle grotte, ce qu'on appelle une grotte ornée. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ah oui, ce personnage, c'est le personnage de Fabien, qui doit avoir là une 50aine d'années, et sa fille Johanna, qui en a une 20aine. Fabien, il a grandi dans la vallée de la Vézère. La vallée de la Vézère, donc, c'est cette vallée qui concentre énormément de sites préhistoriques notables. Et en matière d'art pariétal, l'art pariétal, c'est le fait de peindre sur les parois. Art pariétal ou art rupestre aussi en dehors des grottes. Fabien, il a grandi là avec toute la mythologie qui tourne autour de Lascaux et de sa découverte. Lascaux, découverte par Marcel Ravida et ses amis dans les années 40. C'est quelque chose que tous les gamins alors de France, du monde, je ne sais pas, mais en tout cas de cette vallée, ont souhaité un exploit qu'ils ont tous souhaité réitérer à un moment. Alors, moi, je me mets à leur place. Si j'avais grandi là-bas, je suis d'ici, je suis du Pays Basque, je ne suis pas du Périgord, mais si j'avais grandi là-bas, j'aurais passé tous mes mercredis après-midi et mes week-ends avec les copains à les gratter sous les souches ou à essayer de trouver quelque chose de l'ordre de ce trésor. Lui, il va travailler à Lascaux 4. On lui dit oui, enfin c'est un fac-similé, c'est pas la vraie grotte. Mais lui, il y trouve déjà beaucoup de bonheur en étant dans ce lieu, puisqu'il y a des détails, il y a des choses qui lui donnent le sentiment qu'il est vraiment dans cette espèce de ventre très ancien du monde. Oui. Alors pour l'anecdote, pour info, Lascaux 4, qui est un fac-similé. Quand je suis allé le visiter, j'y étais à reculons parce que bon, c'est un faux, quoi. C'est un fac-similé, on va être sur de la résine, sur du plastique et tout ça. Et néanmoins, ils ont réussi à faire quelque chose d'émouvant via les éclairages et tout ça, la manière dont c'est présenté, la manière dont le guide nous fait nous enfoncer dans ces boyaux, même artificiels, qui est très émouvant. Fabien, c'est quelqu'un qui, bon, on l'a dit, il est féru d'art pariétal et des grottes, hein, mais il n'a pas fait de longues études. Il était assez indiscipliné. Mécanique, hein, il fait de la mécanique. Ouais, c'est ça, il a été mécanicien, il a été électricien, il a fait plusieurs métiers sans avoir vraiment ce qu'il fallait pour s'attaquer à un cursus long, ni la volonté, ni peut-être le bagage. Et donc, en fait, il a réussi à rentrer par la porte de service, au propre comme au figuré, puisqu'il finit à Lascaux 4 en tant que technicien de maintenance. Et donc, quand un jour il apprend par sa voisine qu'on a découvert une faille, un arbre est tombé, un arbre bicentenaire est tombé dans la forêt et on découvre une faille. Et donc, il demande à sa voisine, ne dis rien à personne, tu me la gardes au chaud, j'ai ma fille qui vient ce week-end, on va y aller. Et donc, quand sa fille arrive, il lui enfile un casque de vélo, il lui dit, tu poses pas de questions, tu viens. Donc, sa fille, elle a une 20aine d'années. C'est ça, elle est étudiante en médecine à Toulouse, elle est revenue pour le week-end. Et donc, il va agrandir l'entrée de la cavité à coup de pioche, quoi. Et ils vont y aller. Et Johanna, elle sait très bien, connaissant son père, que ça va être elle la maman, c'est-à-dire que ça va être à elle de réfréner les ardeurs paternelles, oui, qui part un peu en système D dans une expédition qui peut être plus ou moins dangereuse, quoi. Oui, c'est une plongée fascinante parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce roman est construit avec 3 histoires et ça alterne. Donc évidemment, quand on quitte 2 personnages pour en retrouver 2 autres de l'autre histoire, on est heureux de les retrouver, mais on se demande ce qui va arriver en particulier à ce père et cette fille dans la grotte, et ils vont découvrir des choses assez extraordinaires.
On va pas tout dire, on peut pas tout dire de ce qu'il y a dans les romans. Il faut que vous ayez très envie de le lire. Sacha, alors ces personnages, ces deux personnages de 11h02, ils sont confrontés à un mal terrible qui est cet amer, c'est ce gaz toxique qui, à un moment donné, quand il sort, il faut mieux disparaître, vaut mieux se calfeutrer. Ça, c'est une sorte de projection de quelque chose. Vous vous connaissez bien donc ces espaces, et on dit souvent que Grenoble, au-dessus de Grenoble, il y a une sorte de mur toxique. On croit que c'est la montagne, qu'on peut respirer le bon air, et au contraire, il y a un effet de cuvette. Donc, je me suis demandé en vous lisant s'il y avait quand même pas quelque chose que vous aviez intériorisé depuis très longtemps du danger que peut représenter l'air qu'on respire. Ouais, complètement. J'aurais pas écrit ce livre si j'avais pas passé plusieurs hivers à Grenoble sous le couvercle de nuages, justement. S'il y en a qui connaissent la ville, les hivers sont rudes et longs et humides. Pas parce qu'il y a de la neige et qu'il fait froid, mais parce que il y a vraiment une chape de nuages au-dessus de la cuvette qui plombe un petit peu le temps et le moral. Et par contre, la chose qui est quand même très pratique, c'est qu'il suffit de s'évader sur les sommets qui entourent Grenoble pour tout à coup retrouver le soleil et se rendre compte que la ville est juste complètement cachée sous la mer de nuages. Et alors là, on vient dans un envers du paysage qui devient absolument magnifique. Et après, sur un autre point à ce niveau-là, j'avais envie de donner beaucoup d'importance effectivement à l'air et au vent, justement parce que c'est un élément qui est présent tout autour de nous en permanence, mais qui est invisible et qu'on va plutôt percevoir à travers d'autres sens, que ce soit l'ouïe, le toucher ou l'odorat. Et justement, moi, dans mes descriptions de nature, je voulais être très attentif à pas donner la primauté à la vue, mais aussi aux autres sens pour amener vraiment du ressenti. Et pour ça, justement, le vent me paraissait être un élément très parlant et qui me permettait justement d'amener tout un tas d'images et d'amener tout un tas de sensations qui se trouvait pas forcément dans un paysage qu'on va regarder d'une façon plutôt passive, justement. Le vent nous rend actifs dans le paysage, en fait, parce qu'il vient nous frapper à égalité d'un arbre ou d'un animal, et il vient un peu former, moi je peux aussi faire le parallèle avec la neige qui vient faire un liant, qui vient pour le coup un peu adoucir tout le monde. Le vent, c'est un peu le contraire, ça fait un liant, mais qui vient rendre tout plus agressif finalement, et qui me permettait du coup aussi de faire s'exprimer les éléments à travers ce hurlement du vent, et d'y amener en plus un danger qui pour le coup a une origine humaine, donc dans l'abîme que surplombe le massif où vivent mes personnages, il y a une brume toxique qui reste au fond et qui parfois est amenée par le vent. Et du coup, le vent fait aussi ce lien entre le monde humain et le monde naturel, en amenant justement les dangers créés par les humains sur le massif. Oui, c'est très beau dans votre livre, c'est le fait que les éléments deviennent des personnages. Alors, moi j'aime toujours, un romancier ne se change pas, c'est le style qui l'intéresse aussi. Quelquefois je dis, peu importe l'histoire, si elle est bien écrite, c'est pas vrai, il faut qu'une histoire dise des choses. Mais c'est vrai que le style est quelque chose. Et par exemple, là, vous parliez de la neige, 11h02, la neige pose ses silences sur la terre. C'est très simple. Mais effectivement, c'est un style qui vous prend de suite. Et alors un peu avant, vous dites une chose à propos de Myriam, le fait qu'en fait elle l'empêche de tout faire. Et ce que je voulais comprendre, que vous nous disiez, c'est en quoi, comment vous définiriez cette relation entre l'enfant et cette femme? Est-ce c'est une relation? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a vous parliez de l'emprise tout à l'heure. Est-ce qu'elle est toxique? Comment vous voyez ça? Il y a plus d'emprise que d'amour, effectivement. Je pense pas avoir décrit une relation d'amour. Myriam pense peut-être
donner de l'amour. Jonas, lui rend de l'amour, effectivement, parce que pour le coup, il connaît rien d'autre non plus, donc forcément, il y a de l'amour à ce moment-là. Mais mon intention était effectivement quand même pas de raconter une histoire d'amour, mais plutôt une histoire d'emprise, effectivement, qui du coup vient parler de notre rapport au sauvage, en fait, et tout le long de l'éducation de Jonas, Myriam le traite finalement pas différemment de comment on traite mal un chien. C'est presque plus son animal de compagnie que son enfant. C'est ça. Et c'est là que ça m'intéressait, c'est ce qui m'intéressait de raconter aussi, effectivement, dans l'idée de parler de notre rapport au sauvage, et aussi pour revenir potentiellement avec des rapports qu'on peut avoir qui viennent du mythe du bon sauvage, et qui sont des relations qui sont très ancrées dans nos imaginaires aussi, et de venir appuyer leurs traits toxiques en les présentant dans cette histoire, et en les mettant en avant à cet endroit-là. Quelquefois vous dites le froid, quelquefois vous dites les bourgeons qui arrivent, mais il est toujours 11h02. Qu'est-ce qui se passe avec le temps ? Finalement, c'est les humains qui comptent le temps avec des heures. Je ne pense pas que dans la nature, on se soucie beaucoup du changement d'heure ou des fuseaux horaires ou de tout ça. Et donc, ça me semblait être un beau symbole de parler de cette fin du monde en la symbolisant par une horloge arrêtée, qui a une importance primordiale pour Myriam. Tous les chapitres qui sont du point de vue de Myriam commencent par 11h02, justement. Alors que finalement Jonas n'en a pas grand chose à faire de ce 11h02, et il va même plutôt chercher à l'envoyer bouler au bout d'un moment. Et donc ça me permettait aussi de mettre en avant le fait que Myriam continue à vivre à l'heure des humains, même si elle est figée, même si ça l'empêche d'évoluer. Elle pourrait tout à fait décider, finalement elle a de la chance, c'est une survivante, elle pourrait se dire je profite de ce monde que j'ai pour moi maintenant et qui est rempli de beauté, que Jonas arrive à percevoir justement, mais elle reste fixée dans ses habitudes trop humaines de compter, de cloisonner et de contrôler ce qui l'entoure. Et après, sur un point plus précis, moi j'ai choisi l'heure 11h02 justement pour faire référence à l'heure où a explosé la bombe de Nagasaki, qui était aussi une façon pour moi de suggérer que du coup cette fin du monde qui était devenue à 11h02 pouvait avoir une origine seulement humaine, et ramener justement à ces moments sombres de l'histoire humaine. C'est ça, oui, c'est pas ce que Yann nous dit avec la théorie que peut-être la nature elle-même déciderait de réguler la population sur la Terre. Yann Debac, c'est vraiment un livre magnifique parce que on est dans l'action. On a un substrat historique quand même, c'est-à-dire que ce qu'a été l'Union soviétique, ce qu'a été cette paranoïa et cette espèce de négation de l'homme finalement. Il y a de très beaux personnages, et en particulier donc cette jeune Lyuba. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'elle représente pour toi, parce qu'on a l'impression qu'elle est le seul personnage sage dans cette histoire, que les hommes sont fous, sont devenus fous, on les rend fous, mais il y a la nature en effet dangereuse qui peut être hostile, il y a les ours, on en reparlera. Elle a une phrase à un moment donné qu'il vaut mieux être derrière que devant, quand on vaut mieux suivre que être suivi, et elle dit il faut que fais le mort, autrement il y a un ours qui est là, fais le mort, autrement c'est toi qui vas le devenir. Lyuba, en fait, son histoire, c'est qu'elle n'en a pas, justement. C'est-à-dire que les autres personnages autour ont déjà une histoire. L'ex-KGB a déjà une histoire, une vie, un sale boulot, même s'il a des états d'âme. Celui qui est l'ex-Goulag a tout un passé qui l'a amené au Goulag. Elle est née dans la taïga. Et sa vie, c'est 15 ans de taïga. Tu peux nous dire ce que c'est la taïga ? Enfin, un peu plus que moi je dirais. Je ne sais pas ce que c'est que la taïga. La taïga, c'est un espace géographique qui est à la fois... il est moins au nord que la toundra. La toundra, c'est vraiment une terre rase faite de lichen, de mousse, etc.
La taïga, c'est un peu plus compliqué. C'est beaucoup de taillis, un certain nombre de résineux, et souvent des tourbières, souvent des marécages. C'est un bel endroit, mais comme il est en Sibérie, c'est immense et c'est dangereux. C'est un bel abri pour beaucoup de faune. Et donc, Liuba est née là-bas. Donc, elle, en fait, elle n'a pas la sagesse d'une enfant de 15 ans. Elle a la sagesse de la taïga, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'a jamais connu comme équilibre à sa propre vie que l'équilibre avec l'environnement. Donc, elle sait absolument où aller, quoi risquer. Le risque étant, en fait, prendre un risque, c'est connaître le danger auquel on s'expose. Et donc, elle a eu toute cette jeunesse pour apprendre les différents dangers et savoir en face de quel danger le risque qu'elle peut prendre. Et c'est là que sa position, elle est importante au milieu de tous les autres personnages, qui eux ont tous une histoire, dans un monde qui pour l'instant est en débâcle et qui réduit toutes les histoires des autres à néant. Quand ça réduit à néant leurs histoires, ça réduit aussi à néant leurs compétences. Un ex-KGB, quand il est plus soutenu par le KGB, quand il n'est pas armé, quand il n'a pas de pouvoir officiel contre quelqu'un, c'est jamais qu'un mec, tout seul, loin de la ville, et qui est dans la taïga. Et à ce niveau-là, lui, cette innocence, on va dire, nomade de Liuba, va faire que chacun autour va se révéler à lui-même sa propre incompétence. Et c'est ça un peu le jeu. En fait, le livre suit grosso modo l'arrivée de l'hélico dans le petit village, et ensuite il suit les 10 jours pendant lesquels l'ex-KGB va aller chercher l'ex-Goulag. Et dans ces 10 jours-là, lui va réaliser ce qu'il n'est plus, ce dont il dépend. Au début, ça va quand même lui mettre la rage de dépendre d'un mine de 15 ans. Lui, il était officier du KGB quand même. Et il va vite se rendre compte que non, effectivement, il dépend d'elle. Et c'est pareil pour tous les autres personnages qu'il y a autour. Il y a 2-3 autres personnages autour, 4. Et c'est un peu pareil. C'est à ça que servait ce personnage-là. Et c'est pour ça qu'il devient, par la force des choses, le personnage le plus important du bouquin. Parce qu'en même temps, c'est vrai que je lui donne... alors c'est presque un peu, c'est pas caricatural, mais c'est presque un peu appuyé, toutes les qualités que peut avoir un bon nomade dans un environnement difficile. Il faut pas oublier une chose, c'est que quand tu parles de nomadisme, on a tous l'idée du nomadisme de gens bienheureux qui déambulent tranquillement dans des espaces magnifiques. Alors le nomadisme, c'est exactement le contraire. Le nomadisme, c'est une technique de survie en milieu hostile. Il n'y a pas de nomade là où le milieu n'est pas hostile. Il n'y a aucune raison qu'un mec prenne sa cabane sur les épaules pour faire 300 bornes, pour aller surtout à pied. Et il n'y a pas de raison. Et si les nomades bougent, c'est qu'à un certain moment, la nature leur fait comprendre qu'il faut aller... Et eux le comprennent parce que quand on quitte, par exemple, quand on déplace une yourte, l'obligation du nomade, c'est de laisser l'endroit dans un tel état qu'il pourra abriter quelqu'un qui va venir derrière. Et donc c'est une sorte d'équilibre, et c'est vrai que je l'ai un peu chargé de toute cette sagesse-là, Liuba. Mais à côté, je lui donne quelques faiblesses quand même. Oui, et il y a aussi la présence des animaux. Et bon, vous avez peut-être vu la couverture. On n'est pas dans le film d'hier soir, mais on a vu des cerfs à un moment donné cogner, frotter leur bois. Mais les cerfs, les ours sont aussi des personnages, et les personnages humains, évidemment, se positionnent par rapport à eux. Est-ce qu'il y a une dimension aussi de survie complète? Il faut tuer l'animal pour exister soi, autrement on risque d'être tué par l'animal ou de mourir de faim. Alors, tuer par l'animal ou mourir de faim, c'est très rare. C'est très rare. Devoir tuer un animal pour survivre, c'est plus fréquent. Il y a la même tradition chez tous les nomades de Mongolie, comme les Amérindiens. C'est que quand on tue un animal pour sa survie, on le tue avec le moins de sang possible et on le tue avec le moins de violence possible. Normalement, quand un Indien tue un élan ou un caribou, c'est toute une technique, de façon à ce que la flèche pénètre exactement au bon endroit pour atteindre le cœur le plus vite possible et que l'animal souffre et saigne le moins possible. Et ensuite, il y a toujours deux choses qui sont vraiment la base de la culture nomade, c'est que on remercie l'animal d'être mort
pour nous permettre de survivre. Et deuxièmement, on le transporte de façon respectueuse. On ne le traîne pas par les pattes, comme on fait ici avec les sangliers. Et donc oui, il y a cette sorte d'équilibre entre l'homme et le nomade que Liu Ba maîtrise parfaitement. Et effectivement, les autres, ceux qui ne sont pas habitués, d'abord, il va y avoir le premier rapport à l'animal. C'est-à-dire qu'un animal, surtout dans ces circonstances-là, c'est toujours impressionnant. Et la première chose qu'on doit gérer, et c'est curieux parce que ça recoupe un projet de Paulsen sur lequel je travaille, qui parle de la peur. Et en fait, la peur, c'est ça. La peur, c'est de se trouver face à un danger. Et le premier réflexe de la peur, c'est le cerveau qui inconsciemment nous fait réagir. Parce que le cerveau se protège. Le cerveau reptilien, oui. Voilà. Et donc tout consiste à bien connaître l'animal de façon à ne pas en avoir peur et de savoir réagir en fonction de ses réactions à lui. Bon, il y a plein de pages aussi sur la dimension totémique des animaux. C'est vraiment passionnant. Je vois que l'heure a quasiment passé, mais on a encore quelques minutes quand même avant que vous puissiez poser des questions. Je voulais revenir, Renaud, à cette vallée qu'on n'a pas envie de quitter, sur la troisième histoire dans l'histoire. Donc là, on a un cas de figure encore différent d'un couple improbable, autrement dit, d'un paysan et d'une jeune femme qui arrive de l'extérieur. Et c'est comme s'il y avait entre eux des frontières, en tout cas dans le regard social, des frontières infranchissables. Et eux, ils vont les franchir, aller au-delà justement des convenances, des préjugés. Et c'est une très belle histoire, même si elle a une dimension tragique, mais ça, je ne vais pas trop la dévoiler. Alors, avant d'expliciter cette troisième histoire, je veux juste préciser, il y a effectivement ces trois récits, on passe de l'un à l'autre sans arrêt, hein. On alterne 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. On s'y retrouve très bien. Hein. Voilà, évidemment, ce n'est pas un recueil de nouvelles, donc évidemment, en fait, elles opèrent comme trois pièces d'un même puzzle qui s'emboîtera à la fin, d'une manière, si j'ai bien travaillé, inattendue. Et donc, ce troisième récit, c'est Guilhem, un enfant de la vallée, qui est un jeune agriculteur de la vallée, qui fait un jour la connaissance de Clémence lors d'une fête de mariage. N'importe quoi, de Marion, merci Eric. Oui. J'avais peur de ne pas avoir bien suivi, mais oui. Ouais, tu vois, c'était pour vérifier. Et donc, donc il fait la connaissance de Marion lors d'une fête de mariage. Et en fait, Marion, donc, elle est institutrice, elle a quelques années de plus que lui, elle est belle, elle est charmante, et elle s'intéresse à lui. Et ça, d'abord, il a du mal à le croire, Guilhem, parce que Guilhem, il a une tache de vin qui lui recouvre la moitié du visage, et il a grandi là-dessus, dans cette vallée, un petit peu encaissée, avec tout ce que ça peut comporter d'adversité, d'acceptation, de courage. Donc il s'est construit sur un rapport aux autres assez particulier. Et quand Marion arrive, et qu'elle lui plaît beaucoup, il lui plaît aussi, se dessine un idylle entre eux. Pour lui, s'ouvre une porte vers un ailleurs qu'il a désiré longtemps. Guilhem, il a grandi dans cette vallée, il en parle un peu comme les bras d'une mère. Pour lui, la vallée, c'est quelque chose d'extrêmement réconfortant, mais aussi étouffant. Il a hérité de son métier, il est agriculteur comme sa mère, comme ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, et il se sent un peu obligé de perpétuer ce métier qui ne lui plaît pas. Sa mère lui dit « mais il ne faut pas avoir honte d'être agriculteur ». Et il lui dit « mais je n'ai pas honte d'être agriculteur, j'ai honte de ne pas avoir eu le courage de faire autre chose ». Et donc Marion, elle va avoir un effet particulier sur lui, puisqu'elle va lui rappeler que tous ces scénarios de vie envisageables qui se jouaient dans la solitude de sa chambre, eh bien peut-être l'un d'entre eux va être plausible. Donc voilà, se dessine une histoire entre deux, et il va lui montrer tous les secrets, les recoins de sa vallée. C'est ça. Alors, il y a une question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, peut-être pour revenir à la question du départ sur que peut la littérature, sur les chaos du monde, les chaos de la nature. Est-ce que pour vous, ces romans, c'est
l'imaginaire qui s'est activé et qui vous a emmené là où vous étiez? Et est-ce qu'il y avait une part aussi de choses que vous percevez? Yann, j'imagine que beaucoup justement de tes voyages, des expériences que tu as faites dans des milieux naturels probablement assez difficiles, ça fait qu'on y croit. C'est difficile de l'imaginer complètement. On peut penser que tu as quand même balisé ces chemins dans ta tête, dans ton cœur, au fil de ta vie. Mais la question, c'est quelle est la part de l'imaginaire pour vous dans ces récits que vous nous proposez? La part de l'imaginaire, elle est primordiale. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à écrire il y a 12 ans, et j'ai commencé à écrire des polars. Et j'étais heureux d'écrire des polars parce que le polar ramenait l'imaginaire dans la littérature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de polar sans histoire. Et il n'y a pas de polar sans histoire prenante. Et c'est ce qui me plaisait beaucoup. Je ne veux pas faire l'éternel procès de la blanche et de la noire avec la blanche qui était trop introspective, etc. Parce qu'il y a tellement de très beaux livres en blanche aussi. Mais il y avait quand même cette tendance à l'auto-introspection. Et moi, j'aimais ça. Donc c'est indispensable. Ensuite, l'imaginaire, quand tu écris, dans le mouvement de l'écriture, l'imaginaire te pousse à aller toujours chercher le petit truc en plus. Pour aller pousser l'imaginaire un peu plus loin. Et quand tu cherches à pousser l'imaginaire un peu plus loin, par la force des choses, tu le nourris. Et donc tu vas chercher de quoi tu peux le nourrir, et tu vas le nourrir de petites informations, de petites choses, etc. Et qui vont finir par intéresser le lecteur. Ensuite, l'imaginaire, ou l'écriture en général, pour arriver à la question principale, est-ce que ça veut quelque chose? Un bon livre, selon moi, un livre, c'est transmettre des sentiments universels à travers des destins individuels. Notre job, c'est de construire des destins individuels, de les rendre crédibles, de les animer, de les faire vivre, et, si possible, à travers l'histoire imaginaire, de transmettre des sentiments universels que n'importe quel lecteur pourra ressentir, quelle que soit sa culture, quel que soit son pays, etc. En sachant très bien que chacun va le ressentir de façon différente, puisque ce qui part d'un livre, le livre, une fois lu, n'est plus notre livre. Et tout ça pour aboutir, en fait, je ne crois pas que la littérature puisse changer quoi que ce soit. Je n'ai pas de souvenir d'une œuvre qui a empêché une guerre ou un conflit. J'en ai pas. Alors ça, c'est le côté pessimiste. Le côté optimiste, c'est si le conflit n'a pas eu lieu et qu'une œuvre a empêché qu'il arrive, on ne peut pas le savoir. Donc c'est le côté optimiste. Mais par contre, la littérature peut proposer des directions de réflexion. Quand dans mon tout premier roman, Yarul Elger, j'explique que pour avoir 1 kilo de terre rare, il faut raser une colline, pas une montagne, mais une colline, et qu'il faut des millions de litres d'eau et d'acide, bon, j'espère que le lecteur comprendra que c'est 1 kilo de terre rare pour une colline. C'est un roman qui a aussi fait connaître la société de Mongolie. Enfin, oui, je pense que... mais ce que j'ai peur aussi, c'est que une fois qu'il aura cette information-là en tête, que je ne lui aurais pas enseigné comme quelque chose de militant, que je ne lui aurais pas imposé par un essai de 200 pages sur les terres rares, etc., mais que j'aurais juste glissé dans une histoire. À ce moment-là, le jour où il y a un débat sur les éoliennes, et le jour où il entend que pour une éolienne, il faut 600 kilos de terres rares, à ce moment-là, pour lui, dans une éolienne, il y a 600 collines d'un pays qui n'est pas le sien, qui est ailleurs. Et là, je le laisse après réfléchir en se disant où est l'équilibre, qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui est bien pour les autres, etc. Je pense que c'est ça le but d'un bon bouquin. Et dans ce domaine-là, la littérature peut peut-être quelque chose. Oui. Merci pour cette réponse. Sacha, est-ce que précisément la fiction, elle est quelque chose qui peut infléchir le réel, ou en tout cas qui dit quelque chose du réel au point qu'on le comprenne mieux? Yann a très bien répondu à la question, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Non. Moi je pense, si je peux rajouter quelque chose, c'est plus au niveau de l'empathie par rapport à d'autres vies, à d'autres personnages, voire à d'autres formes de vie aussi.
que la littérature peut effectivement quelque chose. Je te rejoins vraiment quand tu dis, moi effectivement, j'ai rarement eu un slogan ou un essai ou une étude qui m'a donné envie d'être actif dans le monde pour changer quelque chose. Alors qu'en revanche, j'ai beaucoup de romans qui m'ont beaucoup plus donné envie effectivement potentiellement de m'engager, de m'impliquer ou juste fait me rendre compte de choses. Et parce que j'ai l'impression pour revenir aussi à ce qu'on disait, à ce qui se disait ce matin, pour moi, effectivement, on a besoin de s'émerveiller, d'avoir de l'empathie et de comprendre profondément quelque chose, pas forcément, pas de le comprendre scientifiquement, mais de le comprendre par les sens, pour avoir envie de le protéger et de se donner de son âme pour. Et je pense qu'effectivement, la fiction peut vraiment être une porte d'entrée pour ça. Et je pense effectivement qu'il n'y a peut-être pas une œuvre qui a arrêté un conflit, mais que peut-être à force d'œuvres qui vont amener certains points de vue, ça peut aussi quand même façonner une culture qui peut être plus vertueuse et peut-être qu'on va moins vite que le reste du monde et que du coup c'est une course un peu perdue d'avance, mais ça vaut le coup de la courir quand même, effectivement, je pense. Il y a des romans comme ça qui, pour vous, ont été des révélateurs, ou vous vous êtes dit, peut-être pas immédiatement, mais qui sont restés en vous et qu'au moment d'écrire, ils étaient là? Ouais, il y en a un certain nombre. Par rapport à 11 heures de Le vent se lève, moi j'ai vraiment commencé l'écriture juste après avoir lu Colline de Jean Giono, qui est son premier roman, qui parle d'un village dans la montagne qui doit faire face aux forces naturelles autour d'eux. Et les habitants le font de différentes façons, plus ou moins vertueuses, justement. Donc Jean Giono a vraiment participé à construire ma vision du monde et notamment du monde sauvage. Et plus récemment, je sais que je me suis longtemps un peu perdu parce que j'écris de la science-fiction quand même aussi. Et je me suis longtemps perdu dans des récits un peu sombres, un peu dystopiques, de collapsologie et tout ça, où je me suis assez vite rendu compte que ça me déprimait et que ça m'amenait vraiment pas à grand chose. Et puis j'ai découvert de la science-fiction plus récemment, qui est beaucoup plus solaire et beaucoup plus lumineuse, avec des autrices américaines notamment comme Becky Chambers, qui écrit de la science-fiction qui s'inscrit dans le courant solarpunk en opposition au steampunk, et qui en fait vient juste proposer des façons d'imaginer le futur qui sont un peu plus vertueuses que ce qu'on fait maintenant, qui sont pas non plus des histoires naïves à l'eau de rose, mais qui viennent aussi amener des problématiques très contemporaines, mais en suggérant des façons de faire qui vont nous pousser à remettre en question nos façons de faire actuelles, en nous permettant d'imaginer d'autres systèmes, d'autres mondes et d'autres relations entre les êtres. Et du coup, d'aller dans cette veine un peu plus optimiste, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien et que pour le coup, ça me donnait envie d'être actif dans le présent, beaucoup plus que des récits tristes et durs, comme peuvent l'être La Route, par exemple, oui, qui est un très beau texte, mais c'est dur. Qui donne envie de rester dans son lit, quoi, finalement. Renaud, je vous vois hocher comme la tête. Comment vous vous situez par rapport justement à l'imaginaire, la fiction? Est-ce que vous avez le sentiment que le réel, on peut l'infléchir d'une certaine manière avec nos histoires? Alors, quand j'ai vu le sujet de la conférence, ça sentait fort le bac philo. Du coup, j'ai commencé à réfléchir chez moi. Qu'est-ce que pouvait... Je me suis dit que la meilleure... La professeure réponse... est là, hein, Christelle. C'est elle qui met les notes à la fin. Mais la réponse que je vais apporter, moi, elle est très très personnelle. C'est d'abord le rapport que j'ai moi avec la lecture, puisque la littérature, c'est après l'écriture une lecture, et qui me plonge moi dans un état toujours particulier entre la concentration et l'abandon. On sort rarement de 20 minutes, 30 minutes ou une heure de lecture mal, quoi. Il y a toujours déjà un premier rapport, il me semble, enfin, de mon point de vue, qui est assez positif. Après, à chaque fois qu'on referme un livre,
on a rencontré un auteur. On a rencontré un auteur éclaté dans des personnages, des territoires, des événements historiques. De ce fait, il me semble que dans une petite mesure, à chaque fois que je termine un livre, on est un petit peu plus humain, quoi. Dans une infime mesure un peu plus humain, peut-être un peu moins prompt à juger sur pièce, à préjuger. Ça nous amène de la nuance. Forcément, ça va enrichir notre savoir, donc. En ce sens, oui, il me semble que ça nous rend un petit peu plus humains, et si ça peut nous aider à faire front, à être plus dans le avec que le contre, que dans un monde qui se polarise de plus en plus, ça puisse nous aider à faire front commun. Si ça peut être décrocher des amorces de liens, c'est déjà ça, quoi. C'est déjà ça. Yann, je vois que tu voulais intervenir. Oui, je voulais juste rajouter un petit quelque chose, c'est que la littérature, quelle qu'elle soit, c'est une langue et ce sont des mots. Et c'est capital. C'est capital parce que, bien sûr, je vais le dire ici plus qu'ailleurs, une langue, c'est essentiel. Une langue, c'est le ciment d'une culture. C'est que s'il n'y a pas de langue, il n'y a pas de culture. Les mots, c'est ce qui exprime les pensées. Si on a un vocabulaire faible, pauvre, on ne peut pas exprimer toutes les pensées qu'on a en tête. Si on a 1000 pensées en tête et qu'on a un vocabulaire de 400 mots, c'est foutu. La meilleure explication, enfin la meilleure image, on a à la tête de la plus grande puissance militaire du monde un homme qui a un vocabulaire de CM2. Mais ça a été évalué. Hein. C'est-à-dire que vous l'entendez dire sur des problèmes de géopolitique mondiale, il y a des bad guys et good guys. Ah, he's a bad guy, oh, he's a good guy. Mais quand un mec qui a ce pouvoir décisionnel réduit le monde au bon et au méchant, mais vers quel monde on va? Et donc, il ne faut pas oublier que la littérature, effectivement, comme tu as très bien dit, ça débouche sur une lecture. C'est fait pour être lu. C'est fait pour être lu et c'est fait pour améliorer un vocabulaire, c'est pour faire améliorer une langue. Et encore une fois, il n'y a pas d'évolution possible avec une régression de la langue. J'ai fait des ateliers d'écriture dans une classe littéraire, une première littéraire dans le Nord, et je demandais comment on pouvait parler d'un petit bobo sur le bras, etc. Et on m'a sorti 3 mots. Mais je dis, mais ça peut être une éraflure, une égratignure, une coupure, ça peut être une balafre, ça peut être une cicatrice, ça peut être une abrasion, ça peut être une contusion, ça peut être une échymose. Et si quelqu'un me dit, mais c'est des synonymes, c'est la même chose. Je dis, non, un synonyme, c'est pas la même chose. Un synonyme, c'est presque la même chose. C'est un autre mot pour dire presque pareil. Mais le presque, c'est toute la nuance. Et plus on va vers un monde sans nuance, plus on va vers un monde brutal. Et donc, s'il y a une chose que je pourrais vous conseiller, c'est de lire nos livres, parce que ça vous rendra moins brutal. Merci à tous les 3.